Il y a 2 mois, nous sommes allés voir 2 projets de supercars. Le premier était une Ford GT à Dubaï. Et l'autre était une Bugatti Chiron Pure Sport à Miami. C'est trop dingue! On a découvert plus tard qu'il était impossible d'acheter des pièces directement à Bugatti. En fonction du numéro de châssis du véhicule, ils ne fournissent aucun composant par l'intermédiaire d'un concessionnaire Bugatti. La Ford GT semblait donc être une bien meilleure option. Sans pouvoir acheter les pièces pour récupérer cette Bugatti, la remettre en état semblait impossible. En plus de ça, même si on avait pu acheter des pièces, elles coûtaient une fortune. Les phares d'une Chiron, 150 000 euros. Un capot, 50 000 euros. Et un pare-choc, 80 000 euros. Oh mon Dieu! Mais malgré tout ça, la Bugatti était toujours en vente aux enchères chez Copart. Et quelqu'un l'a achetée. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit quoi? Ça dit quoi? 1,5. Royaume-Uni! Quelqu'un a fait une offre pour le Royaume-Uni. Ça, c'était le jour de la vente aux enchères. Comme j'avais décidé de ne pas acheter cette voiture, j'étais juste curieux de voir à quel prix elle partirait. Et les enchères étaient déjà à 1,5 million de dollars. Je suis choqué que ça en soit arrivé là. Et les enchères ont continué à monter. C'était une voiture à 6 millions de dollars. Mais combien vaut-elle dans cet état? 1,65. Le vendeur a dit le prix minimum. L'enchère minimale est de 2 millions. 2 millions? L'enchère minimale est de 2 millions. Quand les enchères ont atteint 1,6 million, on a appris que le prix de réserve de la voiture était de 2 millions de dollars. Donc, il fallait dépasser ce montant pour qu'elle soit vendue. Vendu en approbation. 1,6. Mais la réserve était de 2 millions. Non, il doit y avoir un accord à 1,6, non? Alors, qui a gagné? Tout ce que je peux dire, c'est que tu vas voler cette nuit. Eh bien, c'était Alex, le gars qui avait la Bugatti au départ et qui l'a accidentée. Après avoir touché l'argent de l'assurance, il l'a mise aux enchères, puis l'a rachetée. Pourquoi a-t-il fait ça? Je pense qu'on va le découvrir. Tout ce que je sais, c'est qu'il nous a demandé si on pouvait essayer de la réparer. Et bien sûr, j'ai dit oui. Pour moi, c'est une évidence. Je vais maintenant reconstruire une Bugatti, en apprendre plus sur la marque et vous faire participer à l'aventure et ne pas avoir à risquer mon propre argent. Et en plus, on est payé pour faire ça. Nous y voilà. En route vers Miami. Pour faire un truc que, en fait, personne n'a jamais vraiment essayé de faire. Mais on va essayer, je suppose. Pour moi, c'est un boulot de rêve. Mais combien est-ce que ça a coûté au final? Ça coûte 200 000 dollars, mec. Oh mon Dieu! Le coût total, frais compris, s'élevait à 1,9 million de dollars. Un prix réaliste oscillerait entre 1,2 et 1,5 million de dollars. Je pense que ce serait un prix correct. Pour la racheter? Pour la racheter, ouais. Vu tout le boulot que ça demande, je trouve que c'est un prix correct. Tout ce qui serait plus que ça, ce serait vraiment dingue. À moins d'être Bugatti, ouais, ça n'a aucun sens. Et c'est bien ça le problème. Une Bugatti avec des caractéristiques similaires est à vendre pour un peu moins de 6 millions de dollars. Mais c'est une Bugatti non accidentée. Et Bugatti dit que ça coûterait 1,7 million pour réparer cette voiture. Et on doit le faire sans eux. On a donc un gros défi à relever. Mais j'ai hâte de commencer. C'est un peu argenté. C'est celle-là, la noire? Ouais, les vitres teintées, style Miami. Ouais, avec les vitres teintées, ouais. Ouais, il est écrit Dodge. Nous voilà à Miami. Ça va être dingue. Bon, maintenant, que vous connaissiez Alex ou pas, que vous l'aimiez ou pas, le plus important ici, c'est qu'il nous a donné l'occasion de reconstruire une Bugatti. On peut apprendre dessus, on peut suivre le parcours et il nous paye pour bosser sur la voiture. Tout ça, ça va être un sacré voyage. Si c'est possible, bien sûr. C'est là le problème. Je ne sais pas si ça va être possible, mais c'est Alex qui prend tous les risques. Et il nous fait confiance pour tenter le coup. Un gars qui, il y a seulement 5 ans, réparait une voiture sur le parking d'un resto. Voyons comment ça va se passer.
On est arrivé. Tu pensais que t'allais revenir ici pour construire une Bugatti? Non, je me suis dit... Pourquoi est-ce qu'il l'a acheté? C'est la question que je me pose. Qui, avec un peu de bon sens, achèterait ça sans avoir touché un tournevis de sa vie? Comment ça va? On dirait qu'ils sont tous excités. Salut, comment ça va? Comment ça va, mon pote? Salut. Salut, tout va bien? Il est temps de trouver un plan d'action. Je me souviens pas que ça avait l'air aussi grave. Elle a l'air pire. D'abord, je pense que tout le monde va vouloir savoir pourquoi est-ce que tu l'as racheté. La première raison qui m'a poussé à faire ça, c'est que je me suis dit, quand est-ce que j'aurai l'occasion de racheter ma deuxième Bugatti Pure Sport? Je pensais que j'allais juste la détruire, la perdre et ne jamais la récupérer. Mais c'est comme si j'avais un attachement sentimental à cette voiture. Et je voulais simplement ne pas m'en séparer. Je comprends tout à fait. Pour beaucoup de gens, une voiture, ce n'est pas juste une voiture. C'est un trophée qui montre ce qu'on a réussi à accomplir. Et c'est un peu comme une extension de notre personnalité. Et tous ceux qui aiment les voitures connaissent cet attachement qu'ils leur portent. On a découvert qu'en contactant directement Bugatti, ils ne voulaient pas vendre de pièces parce qu'ils ne voulaient pas que la voiture revienne en France. Et je crois que tu as découvert un truc similaire. Mais tu as aussi parlé avec Matt Rimac. Je sais pas trop ce qui se passe là-bas, mais... Tu veux que je te l'explique ou quoi? Ouais, vas-y, vas-y. C'était quoi alors? Bon, alors... Alex a posté un message disant qu'il avait acheté la voiture et qu'il voulait acheter des pièces chez Bugatti. Et le PDG de Bugatti l'a contacté pour lui dire qu'ils allaient l'aider. Mais là encore, même histoire, la voiture devait retourner en France, ce que Alex ne voulait pas. On ne sait pas combien de temps la voiture allait rester là-bas et le prix allait être dingue. Sur n'importe quelle autre voiture, vous pouvez acheter vos propres pièces. Mais ça, le fait qu'il puisse refuser de vous vendre les pièces, c'est dingue. Je trouve ça dingue. Et j'espère vraiment que on va pas finir par être en conflit avec Bugatti, mais ça pourrait bien être le cas. Et comme Alex était sûr de vouloir faire réparer la voiture à Miami, Bugatti a fait une deuxième offre. Au départ, les pièces coûtaient 1,7 million. Ok, et combien ils ont proposé pour la reprendre? Je crois que c'était entre 600 000 et 700 000 $. Ils allaient réparer toute la voiture, mettre une nouvelle transmission, une nouvelle coque en carbone, une nouvelle monocoque. Je parle d'une voiture complètement neuve. C'est complètement Et dingue. Bugatti a validé que la voiture est maintenant en bon état. Quand il m'a dit ça, je me suis dit pourquoi est-ce qu'il le fait pas? Mais plus j'y réfléchis, plus je comprends pourquoi Alex ne l'a pas fait. Quand quelque chose a l'air trop beau pour être vrai, c'est souvent le cas. Bugatti semblait prêt à tout pour ramener la voiture en France et protéger la marque. Le fait qu'il puisse faire une remise de plus d'1 million de dollars sur le prix d'origine montre à quel point il voulait protéger la marque. Mais s'ils étaient si pressés de le faire, pourquoi ne pas avoir simplement acheté la voiture dès le départ? Une fois qu'ils ont la voiture, on ne sait pas combien de temps la réparation va prendre, et s'il y aura des frais supplémentaires. Ça pourrait être une grosse erreur d'Alex ou un coup de chance déguisé, mais on verra bien. Alors, maintenant, le défi, c'est de voir ce qu'on peut réparer, et ce qu'on peut fabriquer, et surtout qui on peut trouver pour le faire. Mais là, il y a beaucoup à faire. Donc on va devoir fabriquer des pièces pour réparer ça? À peu près, mais Steve est riche, donc on peut se faire beaucoup d'argent avec ça. La première fois qu'on est venu ici, Alex voulait faire une déclaration à l'assurance. Donc on n'a pas pu toucher à la voiture. Mais maintenant, comme Alex est le propriétaire officiel, on peut vraiment faire ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On peut faire tout ce qu'on veut. Mec, casse le pare-brise. Non, je peux pas. Allez, casse-le. Je peux pas. Casse-le, si tu le fais pas, c'est moi qui vais le faire. Vas-y, casse-le. Tu peux pas faire ça. S'il te plaît, mec. On doit quand même enlever le pare-brise. Oh là là. Oh là là. Oh mon Dieu. Vas-y, c'est ton tour, mec, vas-y. Oh non, le fais pas, mec. Ça va sortir. Oh. Oh, ça fait du bien. Même si ce n'est pas bien, ça fait du bien. Mais je pense qu'on ferait mieux de s'occuper de réparer ce truc maintenant. Où est-ce que je mets la clé? Est-ce que je la mets là? Alors, Alex nous a dit que cette voiture roule encore, même si le radiateur est cassé. Et c'est vrai. Ok, ouais, on a plein de codes d'erreur. Erreur de transmission, problème avec l'airbag, EPC, niveau de liquide de refroidissement bas. Oh, niveau de liquide de refroidissement bas. Donc pour les deux radiateurs, niveau de liquide de refroidissement bas, vérifier le moteur. Ok, on va vérifier ça. On dirait qu'il y a un raté, non? Il y a du carburant dans le réservoir? Ah ouais, il y a presque plus d'essence. Ouais, c'est sûr qu'il y a un raté.
Vas-y. On peut vraiment sentir la puissance. On dirait un avion de chasse derrière moi. Ouais, il y a plein de problèmes. Oh mon Dieu, dans quoi on s'est embarqué là? Et pourquoi j'ai cassé le pare-brise? On est dans une simulation. On vient d'ouvrir une grille sur un terrain de basket pour faire sortir la Bugatti. Bon, sortons la Bugatti d'ici et amenons-la à l'atelier où on va la remettre en état. Et on va juste faire comme si tout ce qui se passe en ce moment était tout à fait normal. Tourne un peu à gauche! Regarde ça, ça a déjà planté. On peut réparer les roues tant qu'elles ne sont pas en magnésium. Je ne veux même pas savoir combien coûte cette roue. Non. Après avoir mis la Bugatti sur la remorque, j'ai discuté avec Alex de ce qu'il allait faire de la voiture après. Et il y a de fortes chances que je puisse l'acheter à un bon prix. Ce qui me rend super excité à l'idée de la reconstruire. C'est probablement ma seule chance d'avoir une Bugatti en état de marche pour bien moins cher que le prix normal. La seule chose qui me fait peur, c'est son historique. Et on peut voir tout ça dans le rapport car vertical. Maintenant qu'Alex a fait sa déclaration à l'assurance, la voiture a un titre de récupération, ce qu'on peut voir dans le rapport. Et je peux voir la date exacte à laquelle la voiture a reçu ce statut. En plus, je peux voir tous les changements de propriétaire et l'historique du kilométrage de la voiture. J'adorerais avoir cette voiture à la fin. Ce serait vraiment un rêve qui s'accomplit. Cette voiture est une vraie machine, c'est une bête qui file à 320 km/h. Et elle est aussi faite pour la piste. Évidemment, l'historique de cette voiture ne me laisse pas indifférent. Je sais ce qui a été fait dessus et je vais m'en occuper. Mais si l'historique de la voiture que vous vous apprêtez à acheter est important pour vous, pensez à le vérifier sur Car Vertical. Pourquoi y a-t-il des jambes sur la caméra de recul? J'ai mis un lien dans la description ci-dessous. Et n'oubliez pas d'utiliser mon code promo pour économiser un peu sur votre commande. Finalement, nous sommes arrivés à l'atelier où on va reconstruire la Bugatti. Tu te souviens quand t'étais gamin, tu rêvais de conduire une Bugatti? Eh bien, je m'attendais vraiment pas à ça. On y est. C'est ici qu'on reconstruit. On va le faire ici même. Merci à CV Customs de nous laisser utiliser son atelier pour reconstruire ou essayer de reconstruire cette Bugatti. La première chose que je veux faire, c'est l'analyser avec mon hôtel. Je veux voir si ça lie vraiment la voiture, parce que par le passé, on a eu plein de problèmes quand on a essayé de faire ça avec des voitures neuves ou des voitures rares. On n'a pas réussi à les lire avec l'hôtel. Donc, ça va poser un problème plus tard. Donc si ça ne marche pas, on doit trouver un outil de diagnostic qui marche avec. Mais comme c'est comme Volkswagen Audi, eh bien, ça devrait aller. Mais voyons ce qui se passe quand on branche ça. Voyons si ça va scanner. Et heureusement pour nous, ouais, ça scanne. La bonne nouvelle, c'est que tous ceux du moteur ont disparu. Je pense donc qu'il devrait mieux fonctionner maintenant, car il semblait y avoir des ratés la première fois. Mais on a 7 problèmes de transmission. Ça disait pas qu'il y avait un problème de transmission sur le... Ouais, ça disait que la transmission avait des fissures. On va devoir s'en occuper. Sur l'annonce Copart, il était indiqué que la voiture avait une transmission endommagée, ce qu'on n'avait pas remarqué quand on l'a vue la première fois. On va donc devoir vérifier ça plus tard. Tous les problèmes qui apparaissent pour la transmission sont passifs. Mais quand j'ai essayé de les effacer, ils ne voulaient pas disparaître. Il y a donc peut-être un problème plus grave. Ok, donc il y a un problème de connexion électrique ou un truc qui cloche avec la transmission. On va devoir vérifier ça. Et puis, les autres problèmes qu'on a concernent les airbags. Et bien sûr, c'est assez évident. Comme d'habitude, les ceintures de sécurité sont bloquées parce que l'airbag s'est déclenché. Les airbags genoux se sont déclenchés, les airbags du volant et ceux du côté passager se sont déclenchés. Je suis curieux de savoir si ça marche mieux maintenant. On a corrigé les problèmes parce que ça sonnait pas très bien. Ah ouais, ça sonne bien. Ouais, ça sonne beaucoup mieux. Wow. Oh. Ça sonne beaucoup mieux. Vas-y, refais ça, mec. Ah, c'est dingue. Le voyant moteur ne s'allume pas non plus. Ok. Le moteur a l'air de bien marcher, la boîte de vitesse, c'est pas sûr. Tout le reste, c'est juste de la cosmétique. Je pense qu'on devrait commencer à retirer les pièces endommagées. Ok. Par où on commence ? Le but maintenant, c'est juste d'enlever tout ce qui est abîmé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune pièce endommagée sur la voiture.
On commence donc par les bras d'essuie-glace, qui sont en fibre de carbone. Je dois faire super gaffe à ne rien casser ici. Voilà. Oh mon Dieu, c'est ridiculement léger. Regarde ça. C'est dingue, non? Si je casse quelque chose, c'est une pièce de plus que je ne pourrais pas me procurer chez Bugatti. Et même les panneaux sous le capot sont en fibre de carbone. Ils ont vraiment pris au sérieux la réduction du poids sur cette voiture. Les essuie-glaces sont donc démontés ainsi que certains panneaux situés en dessous. Ah, c'est une sorte d'antenne. Des gicleurs de lave-glace. Ils ont l'air bien. On va en avoir besoin. C'est pas comme si on avait besoin d'un contrôle technique ici. Toutes ces pièces qu'on enlève ne pourront pas être utilisées sur d'autres voitures. Elles sont faites spécialement pour Bugatti. Il y a des petites entretoises. C'est comme une petite entretoise avec un peu de colle Mansory dessus. Et ils utilisent ces petites entretoises, sans doute pour nous empêcher de serrer du carbone sur du carbone et de le fissurer pendant le processus. J'ai peur. Maintenant que j'ai enlevé les essuie-glaces, je vais soulever la voiture pour qu'on puisse commencer à démonter la roue, ce qui me permettra d'accéder à tous les boulons du pare-choc avant, je crois. Tu peux enlever cette roue? Enlever cette roue? Ouais, ce serait cool. J'ai demandé à Alex de venir m'aider. Il n'y a pas beaucoup de propriétaires de Bugatti qui bricolent leur propre voiture. On est en mode reconstruction. C'est quoi ce délire? Tu soulèves ça d'une main? Wow! C'est pas possible. Les roues sont super légères aussi. Cette voiture a été allégée partout où c'était possible. Alex a peint ses roues en noir, mais on y reviendra à la fin de la construction. Heureusement, tout a l'air en ordre à l'intérieur du passage de roue, et c'est vraiment super bien conçu. Maintenant, je dois retirer le revêtement du passage de roue pour pouvoir accéder au boulon du pare-choc. C'est bien. C'est pas cassé, et ça a montré que les ressorts de suspension sont faits par ABAC, et que le tissage sur la coque en carbone a l'air irréel. Pendant que je faisais ça, Alex était de l'autre côté en train de démonter la roue. Clé Allen. Non. C'est pas une clé Allen? Presque. C'est quoi? C'est un Torx, un T30. Et puis il a commencé à utiliser le T30 pour enlever aussi le revêtement de l'arche. Et heureusement, on dirait qu'on pourra réutiliser ce revêtement. Ce truc est super bien assemblé. Pas super facile à démonter, mais vraiment bien assemblé, je trouve. C'est vraiment bien assemblé. Bon, je sais que cette voiture ne va pas retrouver ses spécifications d'origine. C'est juste pas possible sans les pièces Bugatti. Mais je pense que c'est ce qui va rendre cette construction intéressante. On doit sortir des sentiers battus. Et voilà que l'avant se détache. Tout d'un seul coup. Il y avait un nombre impressionnant de boulons qui maintenaient tout ça en place. Mais je suppose que c'est nécessaire si cette voiture doit rouler à plus de 320 km/h. Mais regardez ça. Il y a encore énormément de trucs à démonter. Et ça a aussi montré les dégâts sur la monocoque. C'est un autre truc que nous devons régler. Ok. L'avant est démonté. Les deux ailes du pare-choc sont cassées, même si elles forment en quelque sorte une seule pièce. C'était sûrement pas la bonne façon de le démonter. Mais encore une fois, je n'ai jamais travaillé sur un truc comme ça, donc on apprend au fur et à mesure. La prochaine étape, c'est tout ce bazar. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a plein de petits morceaux à enlever. L'avant, c'est énorme. Ce qu'on veut essayer d'obtenir, c'est cette structure en aluminium. Comme ça, on pourra réfléchir à la façon dont on va la refaire. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait qu'on ne pourra pas l'acheter. Mais si on pouvait la refaire, ce serait génial. Donc, tout ce qui est cache, panneaux et radiateurs, on va enlever tout ça et essayer de dégager cette pièce en aluminium. Et on verra comment ça se passe. Mais jusqu'à présent, tout va bien, non? En quelque sorte. Bon, on va descendre cette structure avant. C'est comme une autre partie qu'on ne pourra certainement pas recouper à cause de sa forme. On va donc devoir faire un gros boulot de fabrication. C'est vraiment similaire à Volkswagen, avec tous les boulons qu'ils utilisent. Mais je n'ai jamais vu une voiture utiliser autant de boulons pour fixer des pièces. Après avoir enlevé 4 millions de boulons, puis le câble qui maintenait le capot, la structure avant a fini par se détacher. Et voilà, la structure avant est démontée. C'est complètement déformé. Elle est complètement déformée, mais tu sais à quel point ce serait facile d'acheter ça chez Bugatti et de l'installer. Ce serait genre... Tu devrais le faire. Ouais. Elle a cette forme de fer à cheval, caractéristique à l'avant. Et reproduire tout ça, ça va être très compliqué.
Donc, toute aide ou suggestion de votre part sera vraiment la bienvenue. Ça ne va vraiment pas être du gâteau. En fait, ça pourrait prendre 1 an, voire plus. Donc si vous aimez suivre la construction et que vous appréciez les vidéos, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton s'abonner, car on va vous montrer d'autres dégâts sur le radiateur de climatisation et le radiateur arrière. Bon, on va retirer ce radiateur maintenant. Ce radiateur a aussi une forme super bizarre, donc on va devoir refaire tout ce radiateur. On essaie de trouver une solution. Il y a un radiateur, un autre radiateur et encore un autre radiateur. Mais bon, il y a 16 cylindres et 4 turbos. Donc les turbos doivent être refroidis et le moteur va carrément devoir être refroidi. Je serais pas surpris s'il y avait d'autres radiateurs à l'arrière de la voiture. Bon, les radiateurs, ça peut être réparé ou refait. Donc ça ne semble pas être un trop gros problème. Mais bon, ça prend beaucoup de temps et on doit mesurer ces radiateurs pour être sûr que le cœur interne soit exactement le même. La bonne nouvelle, c'est que ce côté a l'air bien. Mais on va devoir l'enlever de toute façon pour pouvoir accéder au boulon de la barre anti-rapprochement au milieu de la voiture, qu'on va devoir enlever pour pouvoir accéder au radiateur à l'avant aussi. Ici, vous pouvez voir les dégâts sur la structure. Mais maintenant, on va commencer à démonter les boulons et les tuyaux du radiateur pour pouvoir le retirer. Encore une fois, vous voyez, c'est comme une petite entretoise qui va entre les deux jambes avant. Mais on dirait qu'elle est un peu abîmée. Je pense que c'est réparable. Mais rien ne vous empêche de le faire en aluminium. Ça marcherait tout aussi bien. Ça montre à quel point ce radiateur est HS. Ce que je comprends pas, c'est comment ça a pu arriver. En plus des dégâts sur le radiateur, on dirait qu'il y a aussi quelques dégâts et que les supports des radiateurs sont fissurés, qui sont tous en aluminium. Mais comme on a l'autre côté, on devrait pouvoir tout souder. Maintenant, je vais couper les 2 radiateurs en 2, et on dirait qu'ils sont tous les 2 abîmés. Ça fait 4 radiateurs à l'avant de la voiture qui sont tous abîmés, ainsi que leur support. Et on n'a pas encore fini. Je transpire. Là, on a presque tout enlevé. J'ai jamais fait ça avant. C'est plutôt cool. Mais franchement, c'est comme la plupart des voitures. Juste un peu plus dur à démonter. Il y avait tellement de boulons. Tout ça, c'est possible à réparer. Mais si c'était Bugatti et qu'on pensait comme Bugatti, et que Bugatti voulait faire ça de la meilleure manière possible, comme si elle n'avait jamais eu un accident auparavant, ce qu'on ne pourra jamais faire parce qu'on ne peut pas obtenir les pièces de Bugatti, ce qu'il ferait, d'après ce que je vois, c'est que ça se dévisse ici à l'avant. Vous pouvez voir qu'il y a des boulons juste là. Et tout ce cadre, est-ce qu'il est boulonné là-bas? Ouais, il l'est. Regardez. Regardez, ça se dévisse même ici. Regardez. Ça se déverrouille là. Ce serait vraiment facile. Ce serait tellement facile à remplacer. Si on pouvait acheter cette pièce, on pourrait littéralement dévisser toute cette partie avant et en revisser une autre. Ce serait génial. S'il vous plaît, Bugatti. Donc, on va devoir refaire cette façade si on veut que ça marche. Et c'est la seule façon de faire. Les gens vont dire, d'accord, certains d'entre vous vont dire « Oh, ce sera pas d'origine si tu fais ça. » Mais en fait, on n'a pas vraiment d'autre choix. Il y a déjà 2 millions de dollars investis dans la voiture. Et si on arrête maintenant, c'est de l'argent gaspillé. On va devoir faire ça à notre façon. Donc, pour être sûr que c'est bien droit, encore une fois, j'utilise normalement un gabarit de tramway. Mais un mètre ruban fera aussi l'affaire. On est du mauvais côté de l'Atlantique. Donc, on va le mesurer. On sait que la distance devrait être bonne, car la barre de renfort était là et qu'elle était en bon état. Donc, la distance devrait être correcte. On doit juste s'assurer que ça, ce ne soit pas rentré, sorti ou essayer d'aller dans l'autre sens. Je vais donc choisir un point fixe sur la voiture à partir duquel je pourrai faire mes mesures. Et on va aller d'un coin en haut à gauche vers le coin en bas à droite. Et on va faire pareil de l'autre côté. Ouais, 34. On a 34 pouces d'un côté et 34 pile poil. Ça a l'air bien. Donc on sait que ça n'a pas bougé vers le bas, vers l'extérieur, vers le haut, vers la gauche ou vers la droite. C'est comme on s'y attendait. C'est assez droit et on ne voit rien de spécial. Il n'y a pas de fissure dans les soudures ici, ni de marque de tension. Il a juste pris le coup ici et a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire s'écraser à cet endroit. Je pense que c'est tout ce qu'on peut faire à l'avant.
jusqu'à ce qu'on puisse commencer à fabriquer des pièces. Ouais, c'est fait comme... Vraiment, avant de pouvoir installer quoi que ce soit à l'avant, on doit d'abord réparer ça, pas vrai? En plus de ça, il y a les dégâts sur l'habitacle en carbone, que Bugatti a estimé à un remplacement complet à cause de ça. Je pense qu'on peut le réparer. C'est pas une grosse partie de la structure de la voiture, il y a rien de super important qui y est fixé. C'est vraiment juste pour le look. Je suis content de pouvoir dire ça. Bugatti dirait que non, et que tout le carbone fait partie de la structure globale de la voiture. Mais je serais content de pouvoir réparer ça. Je ne pense pas que ça va abîmer la voiture. C'est toujours super dur là. On pourrait même se tenir dessus sans que rien ne bouge. La prochaine étape, c'est d'enlever ce pare-brise parce qu'on sait qu'il est cassé, mais je pense que c'est probablement la seule chose qu'on pourrait obtenir de Bugatti, un pare-brise. Et je vais faire un tour chez Bugatti pour voir ça. Je ne vois vraiment pas pourquoi ils ne nous vendraient pas de pare-brise. C'est une pièce qui s'abîme assez souvent sur les voitures. Mais on verra bien. Je dois enlever une partie de la garniture intérieure pour ne pas l'abîmer quand je vais retirer ce pare-brise. Et puis, je vais faire passer ce fil de coupe à travers le trou qui est déjà là. Je mets le fil dans l'outil et j'essaie de couper la colle du pare-brise. Et cette colle était vraiment résistante. En plus, je n'avais jamais enlevé un pare-brise auparavant. C'est pas comme ça qu'il faut faire, mais ça marche. C'est pas comme ça qu'ils font chez Bugatti? Non, je crois pas. La colle au bas du pare-brise était vraiment résistante. Et le fait que le verre soit complètement cassé n'a pas aidé. Mais on a fini par l'enlever. Le pare-brise est défoncé. J'ai compris la leçon. Ne pas marcher sur le pare-brise avant de le retirer. Pour l'extérieur, presque tous les panneaux abîmés ont été retirés de la voiture. On peut maintenant commencer à réparer et à fabriquer les pièces nécessaires. Mais il y a un truc qu'on n'a pas encore fait. C'est aller voir Bugatti directement pour voir s'ils veulent nous vendre des pièces en face à face. Je pense que le seul truc qu'on va avoir du mal à trouver, c'est ce pare-brise. On est chez Bugatti maintenant, et mon plan, c'est d'entrer comme si de rien n'était, de donner le numéro d'identification du véhicule, et de dire que je veux un pare-brise. Et on verra bien ce qui se passera. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas commander de pare-brise. C'est sûr qu'on peut. C'est un truc qui pourrait casser à n'importe quel moment. Voyons ce qui va se passer. Je sais pas trop, je sais pas, on va essayer. C'est donc la première fois qu'on essaie de commander des pièces directement à Bugatti en allant chez un concessionnaire. Ça peut se passer de deux façons différentes. Voici Denise, notre responsable Salut. des pièces détachées. Salut. Comment ça va? Bien, ce serait cool si on pouvait avoir des pièces. On verra bien. Qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien, j'ai le numéro d'identification d'une Oh, Bugatti une Chiron. Bugatti. Je n'ai pas de pièces Bugatti dans mon stock. Ah, ouais. Et est-ce qu'on peut, Mais est-ce le qu'on peut les truc, commander? c'est qu'avec Bugatti, quand je commande des pièces, il faut qu'on ait le véhicule dans l'atelier. Ah, il doit être présent. Oui, parce qu'ils y branchent des ordinateurs. Ils font tout. Je peux pas, Du coup, le truc, c'est que je peux pas vendre au public, tu vois, genre des filtres à Ok, huile, ok, d'accord, voici des d'accord. pièces de rechange, voici des filtres Donc, à air et... Si on amenait la voiture Mhm, ici, mhm. en fait, j'ai besoin d'un pare-brise. D'accord. Donc, si on amenait la voiture ici, je pourrais avoir J'adore le ton pare-brise. accent. Désolée, désolée, c'est juste incroyable. Si on amène la voiture ici pour faire remplacer Ah, le pare-brise, il est plutôt en mauvais ah, état. je vois. Et à l'heure actuelle, il y a d'autres parties de la voiture qu'on doit réparer en premier. Mais Mhm. une fois qu'on l'aura fait Ouais. rouler, Je vais t'emmener à mon service après-vente où ils Ouais. pourront t'en dire un peu plus, comme je te l'ai dit. ce serait super. Ouais. On est ensuite allé au service après-vente de Bugatti. Mais on nous a dit à peu près la même chose. La voiture devait être là. Mais, vu son historique, il risquait de ne même pas s'en occuper quand je la ramènerai plus tard. Donc on pourrait devoir s'en occuper nous-mêmes. Ouais. On dirait qu'on ne va pas avoir de pare-brise. Mais tout le monde ici est vraiment génial. Tout le monde veut aider. Mais en même temps, je comprends pourquoi Bugatti n'a pas voulu racheter la voiture s'ils tenaient tant à protéger leur marque. On a un petit problème maintenant. Tout le monde veut aider. On dirait qu'ils voulaient vraiment aider. Ouais, je sais pas trop. C'est pas facile, hein. C'est une situation compliquée. C'est sûrement la marque la plus fermée et la plus protégée que j'ai jamais vue. Elle est complètement fermée au grand public. Ça confirme donc qu'on est tout seul. Les phares. Quand on a demandé un devis à Bugatti, je crois que la paire de phares coûtait 150 000 $. Voici un seul phare.
Et il marche vraiment bien. Il marche. L'objectif est intact, il y a juste un trou dans le plastique. Et on doit faire réparer cette lentille avant. Et d'après ce qu'on a entendu, il semble qu'il puisse réparer cette lentille. C'est effectivement possible. Donc, on pourrait prendre du plastique et le souder. Et ce phare fonctionnerait probablement à nouveau sans problème. On doit juste faire réparer cette lentille. Et on a trouvé quelqu'un aux Canaries qui pourrait peut-être le refaire. Le problème, ce n'est pas ce phare, c'est l'autre. Et celui-ci est un peu plus abîmé. L'intérieur du phare est complètement en morceaux. Le phare va sûrement encore marcher, il y a de la fibre de carbone qui est cassée ici, qui devrait être connectée là-bas, la lentille est dessus, le plastique est bien en place ici. Le phare marche toujours, mais il faut le réparer sérieusement pour qu'il soit aussi beau que celui-là. Après avoir cherché partout toutes les pièces pour la Bugatti, je n'ai rien trouvé d'occasion, à part les phares. Et quelqu'un a mis en vente sur son site web une paire de phares pour 150 000 $. Donc, on va devoir voir avec Alex pour voir si on peut se débrouiller pour avoir au moins un de ces phares. Mais pour l'instant, on doit commencer à démonter l'intérieur et trouver où on peut se procurer ces airbags. Mais je crois qu'on a peut-être une solution pour ça. À cause de la chaleur dégagée par l'airbag, quand il a explosé, parce que évidemment il dégage beaucoup de chaleur, ça a juste fait fondre le connecteur. Donc, ce sera peut-être pas récupérable. Il n'était pas récupérable. Les connecteurs électriques en plastique ont complètement fondu sur la partie explosive de l'airbag. On dirait donc que je vais devoir le déconnecter du volant. Ça ressemble vraiment à la GT3, mais c'est un peu différent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il n'y aura que 2 fils de chaque côté. On va juste les retirer et remplacer les connecteurs actuels à l'extrémité. Et maintenant, il nous reste plus que l'airbag. Mais où est-ce qu'on va trouver un airbag de volant Bugatti ? En fait, la partie explosive de l'airbag est séparée de la partie en cuir. Il n'y a que 4 boulons à l'arrière que je suis en train de dévisser. Et voilà, c'est fait. Donc ça, c'est la partie explosive. C'est la partie qui explose et qui gonfle l'airbag. Et maintenant, je peux séparer le cuir de l'airbag lui-même. Ah. Donc maintenant, j'ai l'airbag et le détonateur qui va à l'arrière, complètement séparés. Et on pourrait peut-être faire un regroupement sur cette pièce. Si vous regardez, le numéro de pièce au dos est le 105 06 52. Regardez ça, un airbag Aston Martin DB11, quand vous le retournez et que vous zoomez un peu, c'est la même référence, 105 06 52. Et la partie explosive avec les 4 boutons a exactement le même look à l'arrière. Et ça ne coûte que 1000 livres. Donc peut-être qu'on peut séparer cet airbag DB11 et le mettre dans celui de la Bugatti. Le seul problème maintenant, c'est l'enveloppe extérieure en cuir. Mais j'ai appelé Matt de E3 Customs parce que je pense qu'il a une solution pour ça. Est-ce que tu pourrais refaire le cache ? Le recoudre ? Ouais, bien sûr. Oh, tu peux le recoudre ? Eh bien, pas exactement celui-là, je le ferai plutôt avec un autre cuir. Mais ouais, s'il est juste cassé, je vais devoir faire une nouvelle housse en cuir. Oh, ce serait génial ! Ouais, donc si j'avais juste la partie en cuir, en plastique ou autre, c'est tout ce dont j'aurais besoin, et là, je pourrais t'en faire un nouveau, et ainsi le refermer. Eh bien, on dirait que le problème est réglé. Bon, ben voilà. C'est génial. C'est facile. C'est une bonne nouvelle alors. Ne perdons rien de tout ça, parce qu'on en a besoin. Le problème suivant, c'est l'airbag côté conducteur pour les genoux. Il est juste sous le volant. Et celui du côté conducteur est déployé tout comme celui du côté passager. C'était un peu galère à faire sortir, mais j'ai fini par y arriver. Je n'ai jamais vu un airbag comme ça avant. C'est un gros airbag pour les genoux. Cette partie se dévisse comme le réservoir lui-même. Et puis, le boîtier est juste en aluminium. L'airbag s'enroule en quelque sorte à l'intérieur, puis ce plastique recouvre le tout. Je pense qu'on pourrait réutiliser le boîtier. Parce qu'en réalité, tout ça, ce n'est juste qu'un bout de papier. Mais on n'aura peut-être pas besoin de réutiliser le boîtier. Parce que j'ai encore trouvé un truc super intéressant. Cette pièce porte le numéro 54B. Le 54B est la pièce Bugatti, donc je laisse tomber le 54B et on va prendre le 88 08 41 C.
Le 54B est au début de chaque référence Bugatti. Donc, mettons ça de côté pour l'instant. Et voyons ce qu'on trouve. J'ai trouvé ça. Airbag genou, Audi A3. Et ça me dit quelque chose. Il y a le numéro de pièce Audi classique au début, le 8V2. Mais après, on voit le 880841C, comme celui de Bugatti. Et ça ne coûte que 34,95 livres. Tous ceux qui ont une Audi A3 ont un airbag genou Bugatti dans leur voiture. Et j'espère que c'est pareil pour l'airbag genou côté passager. Bon, mettons-nous au boulot et commençons à le démonter. On dirait que je vais devoir retirer la boîte à gants pour y arriver. Tu pensais qu'il aurait pu en faire plus dans son temps imparti? Je pensais pas qu'il avancerait aussi vite. Vraiment? Ouais. Donc tu te contentes toujours d'observer? Ouais, je regarde Ouais. juste. J'étais sur le point de sortir la boîte à gants. Et l'airbag genou était fixé à la boîte à gants. Et ça avait l'air bien. C'est exactement pareil de l'autre Oh, côté. ce morceau-là. Ouais. C'est pareil que l'autre côté. Donc on va enlever ça. Vous savez quoi? J'ai jamais vu une boîte à gants avec un port USB, une lampe LED. Ici, nous avons la climatisation. Et il y a un câble qui est branché ici pour un bouton Volkswagen. Sûrement d'une Passat qui sert à l'ouvrir. Il y a même un système de fermeture en douceur. Je comprends pas pourquoi il y a ça. C'était pas censé être une voiture légère. Ouais, c'est pas terrible pour réduire le poids. Ils ont juste mis plein de trucs inutiles dans la boîte à gants. Les 2 airbags genoux de l'A3 sont sortis. La prochaine étape, c'est l'airbag côté passager, qui devrait être assez facile à démonter. Je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué, mais en fait, ça s'annonce bien. Est-ce que je peux juste... Oh, ouais. On dirait que ça va être assez facile à enlever. Et si vous voyez ce que je vois, on dirait que ça va être facile de trouver une pièce de rechange. Il y a environ 4 boulons en dessous, quelques connecteurs électriques, et c'est retiré. C'est cool, on a déjà une longueur d'avance. Bon, ok, celui-là n'a même pas le logo Bugatti. C'est plutôt pas mal. Concernant l'airbag avant, on est plutôt tranquille. Sur celui-ci, il n'y a même pas de référence Bugatti. Il y a le numéro Audi 8VO 880204H. Et devinez quoi? Une Audi A3 a le même airbag côté passager. Exactement la même référence pour seulement 149 livres sterling. Tout ce qu'on a à faire, c'est réparer le cuir du tableau de bord. Et de toute façon, tout l'intérieur va être refait. Donc, on doit tout enlever. Pour l'instant, la seule autre partie du système d'airbag qu'il faut enlever, ce sont les ceintures de sécurité, parce qu'elles contiennent des explosifs. On est donc en train de retirer les sièges pour pouvoir y accéder. Ouais, allez! Bravo! Maintenant que les sièges sont démontés, je dois commencer à retirer toutes les garnitures qui recouvrent la ceinture de sécurité. Et elles s'enlèvent comme sur n'importe quelle autre voiture normale. Ouais! Y a rien de vraiment spécial dans les finitions intérieures. Il suffit juste de trouver où sont les boulons et les clips. On ne veut rien casser. On enlève cette garniture qui a le bouton du frein à main, et là je peux commencer à dévisser la ceinture de sécurité là où elle est fixée au sol. Une fois enlevée, je peux faire glisser la ceinture à travers la garniture et retirer cette grosse garniture ici. Il y a encore quelques pièces qui fixent la ceinture de sécurité à la voiture, et là je peux commencer à dévisser la ceinture. Ouais! Ceinture de sécurité, rien de spécial. Mais ça sert à rien de commander une ceinture de sécurité, même si elle vient d'une autre voiture. Parce que ici, on peut juste mettre de nouveaux explosifs à l'intérieur. Et aussi changer la couleur des ceintures. Alex va choisir une couleur différente pour l'intérieur, ce dont on a convenu ensemble. Parce que... Eh bien, j'espère que cette voiture sera à moi à la fin. On verra bien. Mais on doit vraiment vérifier ce problème de boîte de vitesse. Encore une fois, si Bugatti devait reconstruire cette voiture, il devrait remplacer les ceintures de sécurité par des neuves. Ce qui nous amène au coût des réparations. Heureusement pour nous, on peut tout réinitialiser. Avec ces 2 ceintures de sécurité et tous les airbags, ça a l'air plutôt bon. Ok, on a retiré à peu près tout ce qui était endommagé, à part quelques pièces. Mais évidemment, sur le devis de Copart, quand il est passé chez Copart, on a remarqué qu'il était question de fissures dans la boîte de vitesse. Donc on doit vérifier ça, parce que si on répare tout ça et qu'on trouve quelque chose qui est vraiment complètement irréparable à l'arrière, on doit le savoir au préalable. Il paraît qu'il y a des fissures dans la boîte de vitesse. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Donc on va remettre les roues, la mettre sur la rampe à 4 montants là-bas, et puis on va jeter un coup d'œil en dessous pour voir exactement ce qui se passe là-dessous. Mais tout le reste a l'air plutôt positif jusqu'à présent. Mettons-nous au boulot. Et espérons qu'elle démarre encore, comme ça on pourra la déplacer.
On peut juste espérer que ce problème de transmission ne soit pas trop grave. Mais comme on le sait, on se lance un peu dans l'inconnu quand on achète une voiture accidentée. C'est le moment parfait pour vous rappeler de toujours vérifier vos voitures sur Car Vertical avant de les acheter. Et si elles ont été accidentées, il y a de fortes chances que vous voyez des photos de l'accident sur la vérification quand elles ont été vendues aux enchères. Mais on ne peut rien faire maintenant. On est vraiment coincé avec cette Bugatti. Enfin, Alex, en tout cas. Espérons qu'il n'y aura pas d'autres dégâts. C'est vraiment incroyable que cette voiture roule encore. Comme on le sait tous, on a déjà réparé plein de voitures qui ne démarraient même pas quand il manquait le pare-choc. Mais maintenant, on va inspecter le dessous. La seule chose à laquelle je m'attends, c'est qu'il y a un support de boîte de vitesse, on en a déjà vu sur des voitures, où la voiture roule à une certaine vitesse, puis s'arrête tout d'un coup. Le moteur veut continuer à rouler à la même vitesse, donc normalement, il dévale la montagne. Ce à quoi je m'attends. Et si c'est pire que ça, on va avoir des problèmes. On sera dans le pétrin. Ok. On va essayer par l'avant, parce que je n'ai jamais vu le dessus d'une Chiron. Donc voyons en dessous. Tous les plateaux sont retirés. Quelqu'un est déjà passé par là. Probablement l'assurance. En la vérifiant et en faisant le devis pour l'assurance. Il n'y a rien ici. Mais on a tous les sous-plateaux, on les a vus, ils sont bien avec la voiture. Heureusement, ils ont été conservés, donc on peut tous les remettre. Oh mon Dieu, c'est... Oh. D'abord, c'est tellement propre. C'est vraiment impeccable ici. Regarde, même le bouclier thermique. Le carbone. C'est quoi ça? Une batterie? Ah, c'est la batterie! C'est quoi tout ce truc? Ah, voilà le fusible pyro. C'est un fusible pyro Mercedes. Et on dirait qu'il a déjà été remplacé. C'est pour ça que la voiture roule encore. C'est du 12 volts, regarde. C'est une batterie lithium-ion de 12 volts. Ça va coûter une fortune. Ça va coûter vraiment super cher. On utilise un fusible pyro Mercedes là-dessus. Mais le montage du fusible a l'air d'être pas mal. Les autres fixations ont l'air d'être bien. Ce montage ici a l'air bien. Tous ces supports sont bien aussi. On dirait que l'hélice passe par-dessus la batterie et va jusqu'au différentiel avant. Des solénoïdes, comme sur la SVJ. Je dirais probablement... Ah ouais, marche arrière et première. Ils ont même mis une étiquette dessus. Donc si tu perds la marche arrière à la première vitesse, c'est exactement... Pourquoi alors? Je comprends pas, parce que ces solénoïdes ressemblent à ceux de la SVJ, non? Et c'est alors que je l'ai vu. Oh! Quoi? Ok. Oh, c'est vraiment pas cool. T'as trouvé des dégâts? Ouais. Je pense qu'on va devoir retirer le moteur. C'est si grave que ça? Ça n'a pas l'air bon du tout. C'est vraiment pas... D'après ce que j'ai vu jusqu'à présent... Regarde. Là. Oh! Oh... Oh, non. Oh, C'est... c'est énorme. Non, c'est complètement... C'est énorme. C'est complètement détruit. C'est énorme. Oh mon Dieu, c'est vraiment grave. Ils ont dit juste une petite C'est fissure. vraiment grave. Alex, tu ferais mieux de sortir ton chéquier. Comment ça peut être une petite fissure, ça? C'est vraiment pas une... Bah, c'est une grosse fissure. Il y a de l'huile, regarde. Il y a de l'huile qui sort. Oh, ça coule de partout. Oh... Bon, eh bien, tout ça, ça vient d'empirer. On va devoir retirer le moteur d'une Chiron. Ça a dû dérailler. Tout a dû dérailler vers l'avant. Enfin, pas seulement... Je veux dire, l'autre côté aussi. Les deux côtés? Ouais, les deux côtés. Regarde. Regarde ça. Oh ouais. Mais comment la boîte de vitesse a-t-elle pu se comporter ainsi et casser ces deux supports alors qu'Alex disait qu'il roulait lentement? Je sais pas s'il a dit qu'il roulait lentement. Il y a un gros problème ici. Peu importe ce que c'est complètement fêlé. Et on dirait que la soupape de décharge du turbo passe à travers. Et c'est pareil des deux côtés. Pour pouvoir accéder à ça et essayer de le souder ou de le réparer, on doit enlever le moteur. Tu sais que pour réparer ça, on va devoir tout démonter. Regardez les tuyaux. C'est des tuyaux d'évacuation? Ouais, Oh là là, et combien il y en a? Ah, c'est vraiment compliqué. tu sais à quel point ce moteur va être lourd? En fait, je sais pas vraiment... Bon, cette partie qui est fissurée, regarde, on dirait qu'elle se trouve dans le moteur, qui est là.
et la boîte de vitesse qui est là. Et puis, ça c'est comme une grosse plaque entre les deux, où le volant d'inertie est probablement posé. Ce qu'on veut éviter, c'est de démonter tout le moteur, de le remonter, et de se rendre compte qu'il y a un problème avec le turbo. On va devoir... On va devoir faire appel au gars. Ouais. Ce que je veux éviter, c'est de tout démonter maintenant. Parce qu'après, la voiture sera complètement vidée et on ne pourra plus jamais la remonter. Je pense qu'on doit y aller étape par étape. Mais c'est vraiment la grosse inconnue pour l'instant. Ce qui serait cool, c'est si Bugatti regardait cette vidéo et décidait de se joindre à nous. Parce qu'à ce stade, on pourrait avoir besoin d'aide. On va faire notre possible pour remettre cette voiture en état de rouler, avec ou sans l'aide de Bugatti, mais Bugatti, si vous nous regardez, s'il vous plaît, intervenez. On pourrait avoir besoin de votre aide pour remettre cette voiture en état de rouler. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peace out. Il y a 2 rétroviseurs extérieurs et il en a utilisé qu'un seul. Like a drug that